Bienvenue sur le stand de Lyon pour cette conférence sur le prototypage et l'industrialisation en métropole. Je me présente, je suis Guillaume Hénard, chef de projet innovation à la métropole de Lyon. Comme vous l'avez vu sur le salon, sur notre stand, Lyon c'est une métropole qui est résolument industrielle et on sait que pour que tous ces nouveaux projets deviennent une réalité, ils ont dû passer par un certain nombre d'étapes importantes et notamment autour de la conception, du prototypage, de l'expérimentation et du passage en industrialisation. Et donc c'est aujourd'hui des témoignages qu'on a choisi de partager avec vous. Alors, juste un petit rappel avant de présenter nos intervenants. Ça, c'est une cartographie que vous trouverez dans les livrets qui étaient sur les sièges ou à l'entrée du stand. On a un certain nombre d'acteurs de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, de laboratoires de recherche, qui soient publics, privés, qui travaillent dans le domaine de l'innovation mutualisée, du prototypage, de l'industrialisation. On les a représentés sur cette carte et aujourd'hui on a la chance d'avoir quelques acteurs qui vont témoigner de leurs offres et une entreprise qui en a bénéficié. Donc j'aurai le plaisir d'échanger et de vous poser un certain nombre de questions pendant ce temps de partage. Avec Gilles Baton, qui est chef de projet accompagnement d'entreprise hardware chez Axendus. Donc Jean-Alexandre Bousquet, qui est Tech Park Manager au sein de la société Bel Air Camp. Vincent Despatin, qui est cofondateur de la société Kickmaker, société parisienne qui s'est installée à Lyon. Donc très heureux de l'accueillir aujourd'hui avec nous. Et puis Étienne Nardin et Lucas Tinon, qui sont deux fondateurs d'une start-up, dans le domaine du hardware qui s'appelle Lumin et qui viendront partager avec nous leur expérience d'accompagnement sur notre territoire. Donc je propose que Jean-Alexandre, on commence avec toi. Une start-up à vocation industrielle, une PME qui souhaiterait se diversifier. À quoi elle fait face et quelles sont les étapes en vue de la création de son projet et de la mise en œuvre de son prototype. Tout à fait. Alors merci Guillaume. Alors je vais essayer de voir comment. Ok. Donc l'idée, c'est que là, j'ai fait une version un peu schématique pour représenter les différentes étapes par lesquelles doivent passer les porteurs de projets quand ils souhaitent créer un produit hardware, en fait, simplement, et avec différents types d'enjeux qui sont présents sur ces étapes-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, chaque étape est assez importante et chaque étape comporte son lot de défis à relever, je dirais. Et donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre en amont de quoi sont faits les différents écueils de la production d'un projet hardware. Et donc là, c'est représenté comme ça. Alors là, on a mis le POC, le prototype, la mini-série et l'industrialisation. C'est très très schématique. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en exergue le fait que quand on démarre un projet de ce type-là, c'est pas facile de se lancer, c'est pas facile de savoir par quel bout on le prend. Parce que c'est vraiment une sorte de grosse montagne à gravir au tout début. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir quels outils sont à disposition des porteurs de projets sur ces étapes-là. Alors justement, à Bel Air Camp, donc est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la structure et voir de quelle manière vous adressez les besoins des entreprises qui vont répondre à ces problématiques? Absolument. Alors, du coup, nous, au sein de Bel Air Camp, c'est le plus gros écosystème hardware de la région. On est dans les anciens locaux d'Alstom Transport. On a 34 000 m² et ça nous permet en fait d'accueillir et d'avoir créé cette communauté centrée autour du hardware. Le cœur de l'activité de Bel Air Camp, c'est de faire donc de la location de surface pour les startups qui ont vocation à créer un produit, à contrario du numérique. Donc c'est ça, quand on fait la dénomination hardware, on parle de ça. Et donc chez nous, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver? En fait, ils trouvent des locaux
surface bureau et atelier, et aussi tout un tas de services mutualisés. Nous, notre mojo, c'est un peu mutualisé pour réussir, et donc on mutualise tout un tas de services comme l'accès du site H24, la réception du courrier, les organisations d'événements, les intervenants, les organisations business, les intervenants extérieurs. Donc on a vraiment toute une gamme de panels qui visent en fait à faciliter la vie des porteurs de projets dans le cadre d'une création hardware. Et donc dans cet esprit de mutualisation, c'est pour ça qu'on a créé au sein de Bel Air Camp ce qu'on a appelé le Tech Park, qui est en fait une sorte de Fab Lab Pro pour ceux à qui ça peut parler. L'idée étant de pouvoir soutenir ces porteurs de projets de notre écosystème, à pouvoir être à la hauteur de leurs ambitions et créer leurs produits sur ces phases amont de l'industrialisation, donc sur tout ce qui est POC, prototype et mini-série, en interne à Bel Air Camp. Alors justement, hop, ça se goupille bien. Donc sur la partie, encore une fois, c'est très schématique. Le but est pas d'aller dans les détails et de vous assommer avec des choses qui seraient pas forcément pertinentes, mais l'idée c'est vraiment de montrer que nous, à Bel Air, on se place sur cette phase amont industrialisation. C'est-à-dire qu'on va fournir les outils et l'écosystème pour pouvoir vraiment accompagner les porteurs de projets dans leur ambition de créer ce produit hardware. Donc comment on fait ça ? On a un parc machine, donc le Tech Park dont je parlais, qui fait 500 mètres carrés, réparti sur 3 zones différentes, ce qui permet d'avoir une gamme assez large en termes de fabrication possible. On joue beaucoup on mise beaucoup sur notre écosystème et les partenariats qu'on crée avec les différents intervenants pour pouvoir en fait offrir un panel le plus large possible de compétences à nos porteurs de projets, puisqu'effectivement un des enjeux quand on crée des produits, c'est qu'en général, quand on est porteur de projet, on n'a pas toutes les compétences, on n'a pas toutes les qualités, c'est pas possible d'avoir toutes les cartes. Donc c'est important de s'appuyer sur des savoir-faire, des expertises, et l'accompagnement est vraiment là pour ça en fait. Nous, on va mettre en place un cadre dans lequel on va faciliter la vie des porteurs de projet pour qu'ils puissent trouver en fait les clés et les réponses à la question de la jungle de créer un produit hardware. C'est compliqué, il y a plein de choses à voir. Et nous, on va en fait leur fournir justement toutes ces différentes clés, notamment avec une association avec Kickmaker, donc dont Vincent parlera plus en avant de ça tout à l'heure. Mais ça fait typiquement partie de notre lot de partenaires dans cet écosystème-là. Et on est vraiment donc sur le Tech Park, sur toute cette phase amont pour le POC, le prototypage. Et cette petite mini-série quand on est donc en phase d'exploration au tout début, sachant que le but, on va lancer en partenariat, encore une fois, avec Kickmaker, une ligne d'assemblage NPI à Bel Air. Le but étant de pouvoir passer cette étape d'industrialisation. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces petites flèches là. L'idée c'est qu'en fait, les porteurs de projet, une fois qu'ils ont passé dans notre programme d'accompagnement à Bel Air, ils sont pas complètement lâchés dans la nature. On les accompagne sur la suite parce que l'écosystème en fait le permet. Donc cette ligne là au sein de Bel Air va permettre de passer cette marche très difficile de l'industrialisation du tout début, où là c'est un peu la traversée du désert. Donc on met vraiment en place les outils un maximum pour accompagner les porteurs de projets. Merci. Donc, on a un prototype fonctionnel. Il y a une capacité à Bel Air Camp à faire des mini-séries, 5, 10, peut-être une vingtaine de produits. Quand on passe à l'industrialisation, donc vous avez choisi de travailler avec Kickmaker. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société, ce que vous faites, et puis le pourquoi de votre développement à Lyon et à Bel Air Camp? Bien sûr, Guillaume. Bonjour à tous. Alors Kickmaker, on est une agence d'industrialisation composée de spécialistes en design, en développement et en industrialisation de produits high-tech. En gros, on fédère un écosystème. On est une centaine de salariés aujourd'hui dans la structure au bout de 2 ans, de mécaniciens, d'électroniciens et des gens qui font du software embarqué bas niveau, avec une très forte compétence sur les métiers de la production. Donc globalement, c'est des ingénieurs, mais qui ont une première expérience sur ligne de production à travailler avec différents industriels. On a fait le constat avec Eric Almlas, mon associé, qui est l'ancien responsable du développement et de l'industrialisation de chez Aldeba en robotics. On était tous les deux perdus sur les lignes de production de Foxconn dans le nord de la Chine pour industrialiser le Pepper, le robot que vous voyez là-bas. Et on s'est aperçu très vite
on commandait des produits sur les plateformes de crowdfunding, qu'on recevait pas les produits qu'on commandait ou qu'on recevait des produits qui étaient mal conçus industriellement. Et on s'est posé la question de savoir pourquoi ce constat-là. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de société spécialisée dans ce passage difficile du prototype au mass manufacturing sous forme de consulting. Beaucoup des boîtes de consulting aujourd'hui se concentrent sur la partie innovation, comment je vais de l'idée au proto, en pensant qu'une fois qu'on a déposé les premiers brevets de la techno disruptif, on a fini le processus d'innovation. Or, c'est faux. Beaucoup de notre innovation et beaucoup de notre nouvelle innovation, elle se trouve également dans le processus de développement et d'industrialisation, commoditisation du produit pendant cette phase de scale-up hardware. Et donc voilà ce qui nous a poussé avec Eric à créer Kickmaker en 2016. On est aujourd'hui donc du coup une centaine de salariés. On est 80 à Paris, 10 à Lyon en ce moment et c'est notre axe de développement numéro 1 pour l'année 2019. On a une dizaine de salariés en Chine également qui sont directement les yeux, les mains de nos clients lorsqu'on travaille justement avec ces partenaires assembleurs. La Chine reste l'usine du monde. Maintenant, nous, on travaille sur deux problématiques. Premièrement, comment on fait pour garder notre innovation et donc du coup la maîtrise de notre design pendant cette phase d'industrialisation le plus longtemps possible, proche de chez nous et en France, pour pouvoir capitaliser et capter 95% justement de l'innovation du développement produit. Et le deuxième axe de développement, c'est on travaille sur le redéveloppement de cette compétence industrielle. Malheureusement, le stage ouvrier a été perdu. On n'expose plus nos ingénieurs aux problématiques de c'est quoi une presse d'injection, comment je vais calibrer une machine SMT, qu'est-ce que ça veut dire la CEM, quelles sont les contraintes d'intégration d'un produit. Et donc du coup, nous, on travaille vachement sur ces deux sujets-là. Donc voilà, et donc on est arrivé à Lyon quasiment depuis le premier jour, parce que pour la petite histoire, notre premier salarié est lyonnais. On a commencé à accompagner une boîte qui s'appelle Biomup, qui est une boîte dans le médical sur Lyon, qui avait besoin justement de scaler son outil de production. On les a accompagnés dans le cadrage de cette activité-là. On a fait le tour un peu d'espaces de cowork, des accélérateurs et des incubateurs. Et puis très rapidement, Bel Air s'est monté. On a une date de naissance qui est proche avec Bel Air. Et quand on a su qu'ils mettaient en place un tech park, on s'est dit on va aller s'installer à Bel Air. Et puis chemin faisant, on est ravis aujourd'hui de dupliquer une initiative qu'on a lancée à Paris de lancement d'une ligne qu'on appelle NPI, New Product Introduction, qui permet d'éprouver son design et de réaliser les premières séries prototypes, donc des prototypes qu'on va appeler EVT, Engineering Verification, ou DVT, Design Verification, et qui permettent vraiment de finaliser un design avant de préparer et de simplifier le design transfert pour travailler avec l'écosystème de manufacturier derrière le plus facilement possible. Voilà ce qu'on fait chez Kickmaker. 5 lignes de produits, les robots, les drones, le matériel médical, les objets connectés et les engins de nouvelle mobilité. Merci. Cette ligne cette petite ligne agile d'industrialisation, comment on va pouvoir y avoir accès? Est-ce que ce seront des sociétés qui seront hébergées chez Bel Air Camp voilà, quelle est la relation à tisser avec le partenariat Bel Air Camp et Kickmaker? On a vraiment pour vocation à opérer une co-entreprise. Donc d'ailleurs, je tiens à également attacher un troisième partenaire dans cette initiative qui est la start-up Ease Robotics, une start-up lyonnaise qui développe un robot de service et une borne interactive mobile, chez qui on a fait nous le pari très tôt de les accompagner parce qu'on pouvait avoir un vrai impact dans le développement et dans l'industrialisation de leurs produits. Donc on va mutualiser cette ligne NPI avec Ease Robotics qui est en pleine phase d'industrialisation et qui aujourd'hui sort à peu près un robot par jour de cette première ligne pré-série. Et on voit 3 types de partenaires pouvant justement avoir accès à cette ligne. D'abord les startups, membres ou pas membres de Bel Air, mais l'objectif c'est justement qu'elles puissent devenir membres de Bel Air Camp pour avoir accès à ces services. Parce que la notion de proximité entre des équipes R&D et des équipes de design et industrialisation est un facteur clé de succès dans la réalisation d'une industrialisation, ça c'est certain. Deuxièmement, des startups hardware qui sont en pleine phase de scale-up. On voit Boostit aujourd'hui qui a monté son unité de production. Maintenant, il y a certainement des sous-systèmes sur lesquels vous travaillez encore en phase de développement et sur lesquels l'outil de production que vous avez mis en place qui fait déjà de la série n'est pas forcément adapté pour faire maturer les nouveaux sous-systèmes jusqu'à ce que vous soyez capable de les inclure dans votre système final. Donc on espère que cette ligne NPI pourra justement servir à des gens qui sont déjà dans cette phase de scale-up pour venir travailler sur tout ou partie de leurs nouveaux produits avant justement de devoir installer et dépenser des millions d'euros dans l'investissement d'une ligne de production cible. Et puis la troisième cible pour nous, c'est les grands clients corporate qui sont vachement importants
tous les clients corporate aujourd'hui sont disruptés en termes de marché avec l'arrivée de l'IA, l'arrivée de la connectivité. On dit tout ce qui est électrique aujourd'hui sera intelligent demain. Et c'est des gens du coup qui travaillent sur des problématiques de diversification. Des gens qui viennent de l'industrie pharmaceutique mettre de l'électronique dans leurs produits, c'est pas cœur de métier. Des gens qui travaillent dans l'industrie chimique, travailler sur un objet connecté, c'est pas leur métier. Et donc du coup, on veut être également un lieu où ces corporates peuvent venir travailler au contact de startups, mais également travailler du coup avec des gens qui sont spécialistes de l'industrialisation de produits high-tech pour travailler sur leurs produits de diversification. Donc voilà, et on estime un tiers, à peu près un tiers, ouais, c'est ça, les cibles pour cette ligne NPI. Merci. Donc le lancement est prévu pour le milieu de l'année 2019 ? Exactement. On espère pouvoir vous inviter à un soft launch courant du mois de juin et à mon avis, on sera en rythme de croisière après les vacances estivales. Très bien, merci beaucoup. Donc on va passer au témoignage d'une start-up. Donc Lucas et Étienne, vous avez choisi la voie de l'entrepreneuriat et pas n'importe lequel, c'est celui de la création d'un produit hardware. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre parcours, votre projet et voilà le degré d'avancement du démarrage de votre entreprise? Tout à fait, bonjour à tous. Donc nous battons face à un problème qui est celui de la qualité de l'air. Et plus particulièrement de la qualité de l'air intérieur. Donc, dans nos espaces, il y a de nombreuses sources de pollution, donc toutes nos activités, mais aussi l'ameublement et tous les produits d'entretien, de désodorisation qu'on utilise chez nous. Et notre objectif, c'est de développer une solution pour permettre aux gens de mieux respirer dans les espaces intérieurs, dans les bâtiments, et notamment chez nos clients, donc dans le domaine de l'hospitalité, du bien-être et de la beauté. Donc pour ça, on développe une solution. Donc c'est une solution, donc un objet connecté qui se décompose en deux parties. Donc il y a la partie hardware. Donc c'est un boîtier qui va filtrer la pollution, éliminer la pollution, et qui va permettre de l'enrichir avec des substances qui sont assainissantes. Donc comme ici des huiles essentielles, mais qui vont aussi permettre de créer une expérience utilisateur pour remplacer les produits de la désodorisation et les parfums d'ambiance qu'on utilise actuellement. Donc cette solution, elle se décompose en un boîtier, donc un gros boîtier qui est notre enjeu hardware qu'on doit développer dans les mois à venir, mais aussi une application mobile qu'on développe en partenariat avec un autre incubateur qui s'appelle Incubator, donc à travers un programme d'objets connectés à Lyon. Donc nous avons ces deux parties à développer et on est dans un écosystème qui nous permet d'avancer sur ce qu'on appelle un MVP ou un POC, donc un prototype assez pour prouver ses fonctions au départ, assez simple, et qui va nous permettre d'avancer dans l'avancée du marché, aller trouver nos clients et aller avoir tous ces résultats pour construire le meilleur produit industriel au final. Je vais laisser un peu Étienne vous présenter plus en détail notre parcours et l'écosystème dans lequel on travaille. Donc, quand on est arrivé dans ce programme Inca Fabrique, on avait des maquettes principalement. On avait une idée qu'on pensait très précise dans notre tête du produit qu'on allait faire. Mais au final, on s'est rendu compte que c'était pas si précis que ça. Et c'est notamment Gia au Tech Park qui nous a aidé à préciser tout ça, notamment dans la fabrication de notre premier POC. Pour cela, on a dû remettre en cause plusieurs technologies qu'on allait utiliser. Et tout ça pour optimiser notre temps et notre argent. Donc aujourd'hui, on a terminé le POC et l'objectif, c'est de fabriquer ce prototype au Tech Park. Et ce Tech Park est vraiment une aubaine pour nous parce que tout d'abord, c'est un super espace pour travailler, c'est grand, on a des machines à notre disposition, on a des gens qui sont compétents pour nous aider, pour nous apporter toutes les solutions dont on a besoin. Dès que j'ai une problématique, je peux me tourner vers GIA ou vers d'autres startups du Bel Air Camp qui pourront répondre à toutes les problématiques parce qu'il y a des startups qui vont fabriquer des robots, des startups qui vont fabriquer du mobilier en bois, des startups qui vont faire de la sonorisation. Enfin, il y a vraiment tous les domaines de compétences à proximité. Et donc, quelle que soit la problématique, on peut vraiment trouver la réponse dans l'heure. Et ça, c'est vraiment très, très enrichissant. Et donc l'objectif dans les 6 prochains mois, c'est de produire un prototype avec ensuite la possibilité de faire une mini-série. Donc faire un prototype quand même qui se rapproche beaucoup de l'industrialisation. Et c'est pour ça qu'on compte, on a vraiment hâte on compte vraiment sur ce projet de ligne d'assemblage parce qu'on a l'intention de s'installer à Lyon et le Bel Air Camp est un bel endroit pour travailler.
Et cette ligne d'assemblage est vraiment la bienvenue pour nous. Merci. Dans ce programme donc développé entre Incubator et Bel Air Camp, vous êtes une petite dizaine d'entreprises en accompagnement. Est-ce que vous avez des synergies? Quel est l'accompagnement aussi bien sur la partie business et développement accès marché et vis-à-vis de la partie développement technique? Alors il faut savoir que le programme auquel on participe, qui s'appelle le programme Inca Fabrique, vient de commencer cette année. Donc on est la première génération de ce programme, on est la première start-up qui fait partie de ce programme de développement d'objets connectés. Donc c'est encore assez récent, mais c'est en train de se mettre en place. Donc globalement, ça nous permet, donc on a tout l'accompagnement d'Incubator qui nous permet de développer l'application mobile en interne. Donc il y a des développeurs dans l'incubateur qui permettent de développer cette application mobile et tout un groupe d'encadrement qui nous permet de gérer la stratégie de l'entreprise globale, la relation avec nos clients et toutes les démarches entrepreneuriales à réaliser pendant un projet. Donc on a ce côté un peu business, market et digital chez Incubator. Et après, pour toute la partie vraiment hardware, industrialisation, on se déplace au Bel Air Camp. Donc c'est aussi l'intérêt d'être deux sur un projet comme celui-là, que Étienne qui travaille vraiment dans la partie technique, peut développer tout le projet chez le Bel Air Camp, et moi je reste plutôt à Incubator pour développer l'application mobile. C'est comme ça qu'on se répartit les tâches. Donc le programme dure 12 mois dans sa globalité. Donc il y a 1 à 2 mois de phase de recherche où on va valider le marché, on va valider que notre produit est à développer. Et puis on a 3 à 4 mois de développement du POC, donc prouver avec un premier prototype que le marché est intéressé par ce type de produit, mettre tout simplement un produit dans la main des clients, et c'est comme ça qu'on obtient un maximum de retours de leur part. Et ensuite, dans une deuxième phase qu'on va commencer maintenant, ça va être vraiment la phase, on va se diriger vers l'industrialisation avec toutes ces étapes de prototypes, de mini-séries, pour valider le marché, mais cette fois-ci à grande échelle et avoir des indicateurs qui soient plus quantitatifs que qualitatif. Très bien, merci. Effectivement, un bel exemple de synergie entre les acteurs qui étaient présentés sur la cartographie en début de témoignage. Donc Gilles, on va passer à vous. Je vous laisse prendre le micro. Donc vous travaillez chez Axendus. Oui, je travaille chez Axendus. Est-ce que donc c'est un accélérateur industriel au sein ou adossé à un groupe dans le domaine de l'automobile. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire et puis les synergies qui sont mises en place entre EFI et Axendus? Oui, donc excuse-moi, j'arrive pas à passer. Oui, donc Axendus, c'est en fait un accélérateur industriel qui est adossé en fait à 2 ETI. Qui est au cœur de 2 ETI. L'une s'appelle EFI Automotive et fabrique des capteurs et des actuateurs pour le monde de l'automobile. Et la deuxième, donc, qui se trouve EFI se trouve à Lyon. La deuxième se trouve à Nantes. Elle s'appelle Sercel. Et ce sont des acteurs qui sont dans le domaine de l'oil and gas et qui fabriquent des produits, je dirais, pour les recherches pétrolières. Donc, c'est 2 entreprises qui travaillent dans des environnements sévères. Et on met cette expérience que l'on a au cœur des startups que l'on accélère. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 2 sociétés qui ont dédié des personnes qui sont des experts dans le domaine de l'industrialisation, dans le domaine des achats, dans le domaine du design. Et ces gens-là travaillent avec les startups la main dans la main, de manière à pouvoir faire progresser les projets. Donc on travaille de la manière suivante, c'est-à-dire en fait on prend, je dirais, des sujets et ces sujets-là on les travaille ensemble. C'est-à-dire on ne fait pas à votre place, on fait avec vous. Donc qu'est-ce que Axendus apporte? C'est la puissance de design, en design to cost, puisque dans l'automobile c'est quelque chose que le coût est une chose très importante. Les puissances d'achat et la puissance de l'industrialisation grâce à ces experts. Donc c'est un petit peu ce que vous disiez, c'est quand on vient de l'industrie, on est un peu perdu. Quand on ne connaît pas l'industrie, on est un peu perdu. Et c'est vrai que pour déterminer par où il faut passer, quel incubateur prendre, etc., c'est toujours très difficile. Quel fournisseur choisir. Quand on veut faire des prototypes, c'est prototype, oui, mais comment je le fais, à quel coût, quel délai, etc.
Donc ça, c'est des choses qui sont faites, je dirais, par exemple par Bel Air Camp, pour pouvoir travailler sur ce sujet-là. Et quand, je dirais, vous avez une fois votre finalisation de votre produit, je dirais, et puis que vous dites maintenant, bah ouais, j'ai ma levée de fonds qui est faite, c'est parti, ça va se passer bien. C'est là où les problèmes peuvent devenir plus difficiles. La réalité vous rattrape, les problématiques techniques, de délai et de coût, ben, ils sont là. Donc nous, je dirais, on intervient dans tous ces domaines-là de manière à pouvoir vous aider et faire en sorte que le produit que l'on va développer avec vous soit plus robuste, plus fiable, dans des délais qui sont, je dirais, ceux que vous attendez. Donc la partie genèse, maturation, création, amorçage est très bien faite ici aujourd'hui en France. Donc nous, on ne participe pas. Et je dirais, c'est peut-être la partie dans laquelle vous intervenez au niveau de Bel Air Camp, etc. Nous, on intervient au moment où vous avez un objet. Cet objet, c'est une maquette, c'est un prototype. Et là, on vous aide à passer à l'échelle industrielle, c'est-à-dire en fait de partir de votre idée, de votre prototype, et de faire en sorte de le consolider de manière à ce qu'il puisse être vendable. Pardon, excusez-moi. Oui, donc de l'industrialiser de manière à ce qu'il soit vendable. Donc, qu'est-ce qu'on apporte? C'est une co-industrialisation. C'est vraiment, on bâtit ensemble le projet, puis on le fait ensemble. J'insiste sur le fait de le faire ensemble. Les réseaux, c'est-à-dire que les deux ETI ont des réseaux de fournisseurs, ont des réseaux de partenaires, vous en bénéficiez. Vous avez aussi, donc, c'est win-win dans le sens où quand on travaille avec vous, il y a un transfert de savoir-faire qui se fait. C'est-à-dire, en fait, si jamais vous avez des questions industrielles, vous avez l'expert industriel, donc vous allez grandir au fur et à mesure de ces problématiques. En expertise achat, c'est pareil. Moi, je l'ai eu fait dans pas mal de cas. En design to cost, c'est pareil. On veut vous préconiser des solutions auxquelles, je dirais, nous, on est confrontés, mais auxquelles vous n'avez peut-être pas forcément pensé. Le projet vous appartient. C'est en fait tout ce qui est propriété intellectuelle, c'est à vous et vous le gardez. C'est-à-dire que s'il y a un brevet qui est déposé, il est à vous. Nous, on n'intervient pas de ce côté-là. Time to market, c'est clair que comme dans l'automobile, on cherche à aller le plus vite possible, c'est clair qu'on accélère forcément cette partie-là. Et les risques, forcément, on réduit les risques globalement par la connaissance que l'on a des techniques, des risques financiers aussi, et des risques humains. Donc c'est toutes ces phases-là qu'on travaille. Donc les équipes, on a une équipe, je dirais aujourd'hui à Lyon, de 10 personnes, donc avec des experts design, des experts achats, des experts industrialisation et une organisation. On a aussi des produits pour certaines de nos startups. Donc on a aussi des gens qui font des ingénieurs qui sont sur les lignes et en même temps des conducteurs de ligne pour les startups. Je vous en parlerai tout à l'heure. On a une équipe donc à Nantes aujourd'hui qui est donc nous on a démarré en 2014 à Nantes. 2 ans plus tard, il y a eu Cercel était intéressé pour monter ce genre d'accélérateur et donc l'équipe de Nantes, vous l'aviez ici, qui travaille aussi sur la partie plutôt ouest de la France. Nous on est plutôt sur la partie est de la France. Les produits que l'on fait, nous on les fait de la manière suivante. Donc on se sert un peu des savoir-faire de l'automobile de manière à pouvoir dire ben voilà. Comment on prend les choses? Alors, rassurez-vous, vous n'aurez pas les mêmes, durées de développement que dans l'automobile. Sinon, autrement, ça serait catastrophique pour vous. Non, nous, ce qu'on fait, on prend les savoir-faire de l'automobile, on essaye d'en prendre l'essentiel et de les appliquer aux startups. Donc, par exemple, on fait des analyses fonctionnelles rapides. Donc, c'est avec l'expertise que l'on a de ce genre de choses. On essaie un peu de comprendre les fonctions principales de vos produits. Quel est l'environnement, quel va être l'assemblage, etc. Et de ces fonctions contraintes, on en tire en fait un design to cost sur laquelle on vient s'appuyer, de manière à pouvoir bâtir quelque chose qui soit comme vous le souhaitez, au cahier des charges que vous souhaitez. Ensuite, on fait une consolidation du sourcing rapide en disant, bon voilà, votre produit aujourd'hui, il est fait de telle manière, avec ce qu'on a imaginé, il va coûter à peu près tant. C'est-à-dire ça vous donne tout de suite une information coût sur le produit. C'est précis à plus ou moins 15%, mais au moins ça vous donne une idée de comment vous pouvez le vendre, etc. Ça vous évite d'annoncer entre autres un prix marché, parce que quand vous l'avez annoncé, après pour revenir en arrière, c'est plus possible. Donc ça vous donne une information qui est très importante pour, je dirais, aller le vendre. Moi hier, j'ai eu affaire à une société qui m'a dit, écoute,
moi j'ai vraiment besoin, je vais aller voir mon acheteur, je dirais, comment je fais? J'ai dit, bon voilà, le produit nous avait donné une gamme, on a dit, bon ben voilà à peu près le coût que l'on sort. J'étais très content parce que ça lui permet de mettre un curseur à un endroit qui est très, très important pour lui. Donc une fois qu'on a eu ces éléments-là, donc on fait des prototypes bonne matière que l'on teste. Alors c'est prototypes ou maquettes, hein, ça dépend comment on les appelle, qu'on les teste. Donc nous aussi on a une capacité dans l'automobile, on teste tous nos produits, donc les chocs thermiques, les chocs, les chocs climatiques, tout ce qui est vibration et OMC, on connaît très bien. Et donc on peut faire les éléments, les tests, pour valider votre produit. Donc le produit, vous avez un produit qui est designé, vous avez évalué un coût, et sur lequel vous avez fait quelques maquettes ou protos, et vous avez testé. Donc vous avez un produit qui est déjà une fiabilité qui est pas trop mauvaise. Donc derrière, après, qu'est-ce qu'on fait? On fait des validations de briques industrielles. Quand on attaque un projet, si jamais vous avez des idées en disant on va faire ça, comme ça, parfois on ne sait pas quels vont être les résultats. Je vois par exemple, là c'est seulement un exemple, coller un aimant sur une pièce en POM, un matériau thermoplastique, eh ben, ça c'est pas si simple que ça, il faut faire des essais. Donc plutôt que de dire on va choisir cette techno pour avancer, ben, on va la tester d'abord. Donc on va faire des essais pour dire est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Le risque naturellement c'est que si on fait un choix technique erroné, les surcoûts et la reconception peuvent être importants. Donc c'est important plutôt de faire pas à pas, plutôt que faire quelque chose qui soit, on part, on se lance et puis on verra après. Donc ensuite, quand on industrialise le produit, on fait des synoptiques de gamme et gamme d'assemblage. Donc là, vous voyez un exemple d'un produit, c'est un drone sous-marin de chez Nautilus Plus, pour lequel on a développé, je dirais, des sous-ensembles. On essaie d'imaginer comment on va le fabriquer, quels sont les différents sous-ensembles, quels sont tous les composants. Il y a 140 composants là-dedans. Donc on essaie un petit peu de mettre tout ça en musique, de manière à imaginer ce que ça va être, et puis surtout dire, voilà, comment on fait un sous-ensemble. Les gens qui sont de l'industrialisation, qui font de la méthode, disent, bon, ça va être quel temps par étape, etc. Donc on commence à avoir une vision du temps qu'on va passer pour chaque opération. Et ça, c'est très important pour la suite. Donc on fait aussi ce qu'on appelle une AMDEC ou FMEA, c'est donc pour le procédé de fabrication. On essaie de la matière première au produit fini et toutes les étapes de fabrication, d'imaginer quels sont les modes de défaillance, comme on dit, qui peuvent intervenir. Donc habituellement, dans l'automobile, on fait ça, mais on fait des cotations et on y passe 3 jours. Là, on essaie de faire ça en une demi-journée et on ne fait pas de cotation, mais c'est l'expert industrialisation qui va lui dire voilà, les modes de défaillance auxquels je pense, parce que je les ai déjà rencontrés, c'est ceci. Et pour pouvoir trouver des solutions, donc avoir des recommandations, donc c'est l'avant-dernière colonne, voilà ce que je propose. Donc on déroule tout le process et on dit voilà où est-ce qu'on en est. Ça permet un petit peu de clarifier les choses et surtout d'éviter les canons prévus qui remettent en cause le produit. Donc après, on fait un chiffrage donc assez précis de ce que, en fonction des temps qui ont été, en fonction des gammes, des temps qui ont été établis. On fait un chiffrage. On dit voilà, c'est ce prix-là qui est pour l'industrialisation. On sait aussi le sous-traiter chez d'autres. En fait, ce genre de choses, on peut le faire pour le groupe EFI Automotive ou le groupe Cercel, mais on le fait aussi pour la. En fait, on challenge même le groupe Accendus challenge même le groupe EFI par rapport à des sous-traitants potentiels. Dans le sens où on n'est pas là pour dire on veut tout mettre chez EFI. On est là pour vous aider et faire en sorte que vous trouviez les meilleures solutions. Ensuite, je dirais, faut être méthodique. C'est-à-dire, en fait, dans tout ce qui est cotation fonctionnelle, surface de référence, il faut être précis, puisque je dirais, ça peut remettre en cause les fabrications futures. Dans le détail des pièces, dans les tolérances, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Moi, j'ai vu des plans qui arrivent parfois avec des tolérances qui sont soit pas tenables, soit trop larges par rapport à la réalité. Donc il faut recentrer un peu ça, et ça évite les risques sur les outillages futurs ou les posages qu'on peut utiliser dans ce cadre-là. On fait l'assemblage prototype, c'est-à-dire quand on a fait des pièces, on fait des assemblages, on vérifie un petit peu dans l'assemblage si on ne s'est pas trop trompé dans les gammes, etc. Ça permet un petit peu d'affiner ça. Et puis après, on revalide le produit complètement, comme je disais tout à l'heure, de manière à pouvoir être sûr que ce produit réponde aux exigences de cahier des charges qui a été fixé.
Donc, une fois que ça c'est fait, donc on met en place la production. Donc, vous avez des exemples ici où en fait, on travaille sur chaque poste. On essaie de faire en sorte que les postes, même s'ils sont simples, ils soient utilisés correctement. On fait des implantations avec des flux qui paraissent logiques dans la fabrication de votre produit. Et une fois que c'est fait, donc ça permet d'avoir la capacité de production. Si vous voulez faire 1000 pièces, 50 000, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes choses. Et il faut équilibrer les charges entre les postes. Donc ensuite, on produit. Une fois que ça c'est fait, donc vous avez lancé les outillages, vous avez mis les postes en place et on produit. On produit et on vérifie que ce qu'on avait défini, c'est bien la réalité. On élimine les erreurs parce qu'on essaie de faire bon du premier coup, mais malheureusement, ça ne marche pas toutes les fois. Donc quand on voit qu'il y a des erreurs, on corrige. On produit à nouveau. Et là, on a le retour, je dirais, d'expérience qui se fait et que l'on donne à la start-up. On dit attention à ça, etc. Et puis donc, le dernier point, c'est le go. C'est-à-dire, en fait, on peut, je dirais, produire le produit qui est dérisqué, qui est au bon coût et dans les bons délais. Donc voilà un petit peu la procédure que l'on suit, qui est... Alors, c'est pas la procédure automobile, parce qu'autrement, je vous dis, on y passerait plusieurs mois. On essaie de faire ça dans un délai très court et on raccourcit un petit peu tous ces éléments. Merci Gilles. Avez-vous des exemples d'entreprises que vous avez accompagnées et qui ont maintenant livré les produits sur le marché? Alors, aujourd'hui, on a aujourd'hui, par exemple, Primo Indé. Primo Indé, c'est une société qui est issue du CEA, qui fait des tags RFID, que l'on peut mettre dans les vêtements, que l'on peut mettre dans des bottes de foin. C'est la traçabilité qu'on peut faire avec ce genre de choses. C'est des fils très fins. C'est une puce qui fait moins d'1 millimètre et avec 2 fils de 120 microns qui sont soudés dessus. Donc on a développé la machine que vous voyez en bas, c'est de la micromécanique. Et donc on les a accompagnés, je dirais, du début de l'industrialisation jusqu'à la production. Où là, on produit chez nous aujourd'hui, on a choisi de le faire chez nous, ce produit-là, donc ce produit. Donc c'est des produits qui sont aujourd'hui utilisés, qui vont être utilisés dans l'automobile. Bon, il y a des gens comme Michelin qui sont intéressés pour mettre ça dans ses pneus. C'est des gens il y a pas mal de gens qui font des vêtements, qui sont intéressés, etc. Donc pour nous, ce qui est important, c'est d'apprendre la micromécanique, microélectronique. N'oubliez pas, les fils et les capteurs et les actuateurs, ce qu'on a appris ici, on peut peut-être le réutiliser pour les capteurs derrière. Donc ça, c'est un premier exemple réussi où on a donc fabriqué un certain nombre de pièces et on continue à en fabriquer aujourd'hui. Sur la ligne, on a aujourd'hui un conducteur de ligne et un ingénieur indus qui suit ça de manière à toujours faire de l'amélioration continue. J'ai un autre exemple, donc, alors ça c'est plutôt pour nos amis de Nantes, qui ont développé, donc avec c'était Book on Block, qui fait une borne de recharge réservable à distance, où eux, ils ont fait l'analyse fonctionnelle, ils sont allés jusqu'au sourcing de mon fournisseur, et ils ont vraiment accompagné cette société de manière à ce qu'elle ait un maximum de moyens pour pouvoir produire leurs produits. Donc aujourd'hui, encore une fois, notre accompagnement, les startups s'arrêtent quand elles veulent. En fait, là, ils se sont arrêtés au sourcing, on aurait pu aller jusqu'à la production. Bon, eux, ils ne l'ont pas souhaité, donc on les laisse libres de faire ce qu'ils souhaitent dans ce cadre-là. Ensuite, bon, ça c'est un bel exemple, c'est Nautilo Plus avec le iBubble. C'est un drone sous-marin qui est donc un drone qui est autonome et qui suit les palanquets, enfin ceux qui plongent, qui font de la plongée savent, les palanquets de plongeurs et puis les films. Mais ça peut être un produit qui peut être utilisé pour vérifier les piles de pont et d'autres applications comme ça. Donc là, on a vraiment pris ils ont fait toute l'électronique de leur part. Et nous, on a fait la conception de toute la coque, qui doit être une coque, vous imaginez, étanche. Elle est étanche à 60 mètres, donc il faut qu'elle soit bien conçue. On a fait des tests d'étanchéité. Alors, on les a fait en partenariat avec Sercel, puisque je dirais, nous, on n'était pas équipés, eux, ils étaient équipés. Et on a développé le produit en étroite collaboration, de manière à pouvoir avoir un produit qui tourne. Et aujourd'hui, ce produit, il est en fabrication dans notre unité de Joinville en Haute-Marne pour pouvoir être produit à des petites séries de 250-500 pièces pour l'instant. Et ça, c'est un produit pour lequel on a tout fait de A à Z. On les a accompagnés, on les a fait grandir, on les a aidés au niveau du sourcing, de la validation des fournisseurs, la définition des lignes. Et donc aujourd'hui, ça produit. Alors ça produit pas, sans difficulté, parce que je veux dire
le fait de dire tout va bien aller, c'est pas vrai. Mais par contre, on a mis toute notre énergie et notre expertise. Et je vois que vous les avez accompagnés aussi pour la levée de fonds. De quelle manière vous êtes maillé avec l'écosystème de financement pour accompagner les startups ou les PME qui collaborent avec vous? Alors, nous, on les aide du fait de notre accompagnement. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, nous, on est en réseau avec des banques comme la Banque Populaire, comme la BPI, et d'autres. Et donc, quand les startups s'adressent à nous, les banques savent ce que l'on fait au niveau technique. Et le fait d'aller les voir en disant je travaille avec Accendus, c'est un plus. Donc ça les aide. Alors c'est pas nous qui faisons la levée de fonds, c'est eux qui le font, mais ils se servent du nom d'Accendus et de la notoriété pour pouvoir, je dirais, lever des fonds. Donc on les a aidés à lever des fonds donc récemment sur les. Et le fait que vous arriviez en disant écoutez, oui, Accendus est notre partenaire, ça a un certain poids. Très bien. Merci Gilles pour ces exemples. Du côté de Bellercamp, Jean-Alexandre, d'autres exemples de start-up ou de PME avec lesquels vous avez travaillé qui sont maintenant avec des produits disponibles? Alors qu'on aurait accompagné dans le cadre du programme d'accompagnement et qui ont des produits disponibles, non, puisque comme l'a dit en fait Étienne, le programme Incafabrique est assez récent puisqu'on l'a lancé en octobre dernier. Je rappelle que le Tech Park a 1 an et demi aujourd'hui, donc c'est vrai que on est en phase aussi de démarrage, mais on sent bien cet engouement qu'ont les startups à être accompagnés de la bonne façon. Donc, mais en termes d'autres exemples, effectivement, on a dans le cadre d'Aquinfabrique une autre entreprise qui s'appelle Maloric, qui vise à faire de la traction de chalutiers, on va dire, avec des voiles souples, qui est accompagné dans le programme et dans lequel on est en phase de prototypage. Donc effectivement, il y a d'autres exemples et on espère qu'il y en aura de plus en plus et que ça pourra vraiment enrichir l'écosystème de Bellercamp et l'écosystème hardware de façon générale, puisque, comme je le disais, on est vraiment dans un cadre d'accompagnement où on veut donner les clés aux gens et on n'est pas dans des prestations. On fait pas, comme tu disais, à leur place, mais on les coach un peu pour qu'ils se plantent pas, quoi. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Une question, c'est ça vous concerne, mais ça vous concerne tous. C'est l'idée de se dire à quel moment on se dit on va créer notre ligne de production, on va produire nous-mêmes, on va se transformer en industriel. À quel moment on se dit on va sourcer des fournisseurs et on va juste acheter un produit et le revendre en mettant notre solution numérique dedans. Voilà. Et quelle proportion finalement dans les projets que vous accompagnez font le choix de devenir des industriels, puisqu'on est au salon de l'industrie. Peut-être vous. Je l'apprends, je commence. Notre vision des choses chez Kickmaker, elle est relativement simple. Devenir un industriel, et je reviens encore à ce que disait Guillaume chez Boostit, c'est un choix qui est complètement stratégique, mais qui est aussi en général un choix qui est subi. Okay. Pourquoi on devient industriel? On devient soit industriel par choix parce que j'ai les moyens de devenir industriel et je veux justement intégrer ma production parce qu'on l'estime cœur de métier chez moi, parce que c'est ce savoir-faire de fabrication qui va me permettre de pérenniser mon activité et d'atteindre mon marché. Soit elle ne l'est pas, mais malheureusement le réseau et la chaîne de dépendance vis-à-vis des partenaires industriels va être trop forte ou trop risquée et donc du coup j'ai besoin de la créer. Quand on est une start-up, nous on a tendance à dire créer son unité de production et devenir un industriel alors même qu'on n'a pas encore touché son marché ou alors même qu'on n'a pas assis sa place sur le marché, c'est très très risqué. Notre vision des choses, elle est quand vous allez travailler sur des phases très amont de projet, concentrez-vous sur vos utilisateurs, concentrez-vous sur la fonction, concentrez-vous sur vos finances, concentrez-vous sur votre business model, appuyez-vous sur des partenaires dont c'est le métier d'être industriel et de vous accompagner là-dessus. Et le jour où vous estimerez que ça devient cœur de métier et stratégique de monter votre unité de production ou de reprendre la main sur le contrôle de votre ligne de production, je donne un exemple, Apple produit rien eux-mêmes. Apple fait produire chez Foxconn. Foxconn, en revanche, en termes de nombre de people, c'est plus gros qu'Apple. Il y a des jeux de dépendance et de relations qui sont très très forts, donc c'est des vraies questions à se poser, de savoir quelle est mon essence même. Est-ce que je veux être un industriel? Est-ce que je veux pas l'être? Est-ce que j'ai les moyens de devenir un industriel? Est-ce que je n'ai pas les moyens? Et quel est le risque de le devenir ou pas? Donc voilà, donc
Notre conseil pour les startups, c'est concentrez-vous d'abord sur vos utilisateurs. Notre conseil pour les ETE, les ETI, les PME, c'est quelle est votre chaîne de dépendance et quel est le risque entre les chaînes de dépendance. Et pour les grands groupes industriels, c'est ok, je me diversifie, mais dans quelle mesure ça devient stratégique et à quel moment ça devient stratégique de fabriquer moi-même mes produits qui ne sont pas forcément au cœur de métier. Merci. D'autres questions? Pour Axondus, est-ce que je travaille à la métropole en relation avec les industriels japonais? Est-ce que vous êtes équipé pour le prototype 3D, impression 3D pour les startups? Très honnêtement, non. Enfin, on a une petite machine qui fait du 3D, mais juste pour qu'on puisse jouer avec. Mais par contre, on a un réseau de fournisseurs. Les 3D, c'est quelque chose qui est très intéressant, mais c'est une techno qui évolue très vite. Et donc, si vous voulez être up-to-date, vous nécessitez de vous adresser à des gens qui ont une capacité d'investissement pour ce genre de choses. Donc nous, on fait des petits produits, mais juste pour jouer avec, comme dirait l'autre. Par contre, on s'adresse à des experts, je dirais, dans ce domaine-là, pour faire des produits quand on en a besoin. Peut-être tu veux compléter? Oui, effectivement, mais ouais, moi, sur cette partie expertise, justement, c'est vrai que nous, on en a ce genre de machine-là parce que c'est plus adapté en phase prototypage, parce que c'est, comme disait, les technos évoluent vite, et surtout, les pièces qui sortent de ce genre de machine, c'est des fois difficilement utilisable dans le cadre de l'industrie. Donc, sur cette partie phase prototypage, c'est toutes les structures qui seront plus en phase amont de l'industrialisation. Alors, la question était effectivement sur les matières, polymères, impression métallique, oui, céramique. Alors il y a plein de choses qui sont possibles. C'est vrai que dans le cadre, en tout cas nous, je vais parler pour notre église à Bel Air Camp, dans le cas de prototypage, on va plutôt être sur des matières plastiques que sur du métal, parce que c'est des machines qui demandent des gros investissements et dont sur les phases amont sont pas forcément pertinentes d'utilisation. Et comme je dis toujours, c'est toujours le bon tournevis pour la bonne vis. On utilise les outils au bon endroit, au bon moment. Et dans le cadre de prototypage, on est beaucoup sur des matières plastiques. Je dirais qu'on ne fait pas forcément de la 3D. C'est-à-dire, en fait, quand tout à l'heure je disais qu'on fait des pièces bonne matière, parfois on achète des matières qu'on fait usiner. Parce que si on veut tester le produit dans sa réalité, puisqu'en série, il ne sera pas forcément fait, il ne sera jamais fait pour l'instant en 3D, demain sans doute, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc nous, on fait plutôt on prend la bonne matière, on l'usine pour faire la bonne pièce, et on teste le produit à partir de là. Ça permet d'avoir un produit qui est le plus proche possible de ce qu'on va faire en finale. Excusez-moi, j'ai pas... Oui, la question était sur votre approche sur la fabrication de type céramique chez Axondus. Céramique, pour l'instant, on n'a pas eu de besoin de ce côté-là, mais oui, on a eu travaillé sur des capteurs de particules où on avait de la céramique à l'intérieur. Donc, si vous voulez, on sait faire. On sait aussi acheter des produits qui sont faits dans le monde entier. Donc, je dirais, on essaie de trouver les meilleures solutions pour les startups. Et juste pour compléter, effectivement, c'est les acteurs qui étaient présentés sur la cartographie, c'est qu'on a aussi, on peut avoir le recours aux plateformes technologiques de l'enseignement secondaire et supérieur, qui développent notamment toutes les technologies en termes de matériaux. Et vraiment, l'objectif de la métropole, c'est que l'ensemble de ces acteurs puissent se parler, se connaître, et le cas échéant faire appel l'un à l'autre pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises. D'autres dernières questions? J'aurais une question sur la co-conception produit-process. À quel moment dans le processus de développement vous intégrez les contraintes process dans la conception du produit pour justement éviter de perdre du temps et de redesigner, du temps et de l'argent du coup et de redesigner derrière? Alors, au niveau de ces contraintes process, on essaye au maximum de l'intégrer à partir du moment où on est dans la phase prototypage. En fait, donc sur les 4 blocs que je mettais tout à l'heure, on essaye au maximum, et c'est la phase dans laquelle on est actuellement avec Bloomin, d'intégrer toutes les contraintes qui peuvent venir par la suite. Alors évidemment, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on connaît pas l'inconnu par définition, mais plus on essaye d'intégrer des processus industriels dans la conception early stage, plus on va gagner de temps. Et dans le cas de start-up, de l'argent, c'est important. Ils ont besoin de visibilité financière puisque c'est une start-up, donc ça fait partie de leurs grosses contraintes. Donc voilà, le plus tôt possible dans la chaîne de fabrication.
Si je donne un complément, j'ai envie de dire le plus tôt, c'est toujours le mieux. Maintenant, le plus tôt, quand on développe un produit, c'est le plus tôt quand on est prêt avec une spec technique et une spec fonctionnelle vraiment figée. Se mettre des process alors que même qu'on n'a pas forcément figé une version de PRD et de plan de développement produit, ça reste mettre la charrue avant les bœufs. Oui, nous, ce qu'on fait, comme je vous l'ai montré, c'est qu'on fait des analyses fonctionnelles. Donc, il y a un moment donné où ces contraintes que l'on a identifiées, on les utilise dans le contexte de la création du produit. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure que nous, on intervenait à partir du moment où on a des produits, des maquettes, etc. Et il nous arrive parfois d'intervenir un petit peu en amont pour pouvoir, je dirais, justement, guider un petit peu le start-upper sur les choix technologiques pour l'industrialisation. Donc, c'est pas tout le temps, mais ça se fait. Merci. Une question? C'est toujours la dernière. Et en fait, c'est plutôt à toi que je vais la poser. Enfin, si je peux. Comment ça va s'articuler? Il y a plein d'acteurs. On va s'identifier avec nos compétences de quelle manière? Alors aujourd'hui, on a, après avoir discuté avec un certain nombre d'acteurs sur le territoire, on n'a pas forcément la volonté avoir un guichet unique d'entrée et d'accès aux différents acteurs qui forment la chaîne de valeur depuis l'idéation jusqu'à l'implantation productive. En revanche, nous, en tant que métropole, notre intérêt c'est d'avoir des actions comme celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre en avant l'offre qui est présente sur le territoire. On l'a démarré dans le cadre de l'accélération des projets Clean Tech à Polytech, toujours ici à Eurexpo au mois de novembre dernier. Aujourd'hui, c'est au salon Global Industrie avec le témoignage des offres que vous avez vues aujourd'hui. Notre objectif, c'est vraiment de se faire connaître les acteurs, de pouvoir les mettre en avant. On sait bien que certaines offres parfois peuvent être un petit peu concurrentes. On l'a vu aujourd'hui qu'elles sont certainement complémentaires sur un certain nombre d'actions. Et voilà, on est la première métropole industrielle de France et on sait que on aura beaucoup de projets à accompagner et finalement cette diversité d'acteurs est certainement au profit des projets de création d'entreprises ou de diversification des PME sur le territoire.